Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle séance, la cinquième, consacrée à la séquence 7 du programme d'histoire des classes de 3e, intitulée, une nouvelle fois, ça n'a pas changé depuis la dernière fois, Refonder la République, 1944-1947. Au cours de la séance précédente, consacrée à la première leçon, nous nous sommes penchés sur les circonstances de la libération du territoire national et nous avons en particulier étudié les circonstances de la libération de Paris et nous avons aussi tenté de distinguer ce que fut l'épuration légale de ce que fut l'épuration sauvage. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, il est urgent d'aller revisionner ou d'aller visionner tout court la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons refonder la République française. Grand E, la refondation de la République en France, 1944-1946, et nous allons nous poser comme question, en guise de problématique, la question suivante: en quoi le gouvernement provisoire, le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, a-t-il eu comme préoccupation majeure de rétablir un état de droit, ce que l'on a déjà vu avec la problématique de l'épuration, et refonder la République sur des bases nouvelles. Autrement dit, faire en sorte que la nouvelle République ne sera pas l'héritière de cette troisième République qui a eu le tort, qui a commis la faute, pour ne pas dire le crime, de livrer les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juillet, le 10 juillet 1940. Alors en fait, la refondation d'un état de droit et d'une république nouvelle, en réalité, ça démarre avant même les premiers combats de la libération sur le sol français, puisque en réalité, dès le 15 mars 1944, en pleine occupation, et donc dans la clandestinité la plus totale, le Conseil national de la résistance, le CNR, mis en place au prix de sa vie par Jean Moulin en mai 1943, donc ce CNR se réunit et va rédiger le programme de la France de la libération, de la victoire et donc de l'après-guerre. Et la déclaration est solennelle et rappelle aussi bien par exemple la déclaration d'indépendance américaine de 1776 que la proclamation des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On est dans des instants vraiment très solennels. Unis quant au but à atteindre, unis quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but qui est la libération rapide du territoire, les représentants des mouvements, groupements, partis ou tendances politiques groupés au sein du CNR proclament qu'ils sont décidés à rester unis après la libération. La photographie qui illustre cette diapositive a été prise bien entendu après la libération de Paris, quand les chefs de la résistance et donc du CNR ont pu se montrer à visage découvert, sans craindre désormais d'être arrêtés et déportés par les nazis. Et vous avez sur cette photo entre guillemets de famille du CNR au centre l'homme qui a remplacé Jean Moulin et qui s'appelle Georges Bidault.
Et juste pour le plaisir de l'anecdote, pour la petite histoire, Georges Bidault, qui remplace donc Jean Moulin, figurez-vous qu'il est né en 1899 à Moulins-sur-Allier. Et oui, c'est un moulinois, l'un des plus célèbres qui soit, et pourtant je pense que peu de gens savent que Georges Bidault est né à Moulins, parce que je pense qu'il y a assez peu de gens d'ailleurs qui savent encore aujourd'hui qui est Georges Bidault. Vous le saurez, il a été le successeur de Jean Moulin à la tête du CNR. Le Conseil national de la résistance s'est donné comme première mission sur le plan politique d'établir le gouvernement provisoire de la République formé par le général de Gaulle pour défendre l'indépendance politique et économique de la nation, rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission universelle. Là, on peut considérer, on l'a vu la dernière fois, qu'avec la libération de Paris, l'installation du général de Gaulle dans sa capitale enfin libre, la mise en place du gouvernement provisoire de la République française, du GPRF, on peut considérer que dès le 26 août 1944, le but est atteint. Les États-Unis de Roosevelt ont bien compris que la mise sous tutelle, le fameux AMGOT, AMGOT, qui avait été prévu pour empêcher justement De Gaulle de prendre le pouvoir, les Américains ont bien compris que c'était peine perdue et qu'on n'empêcherait plus De Gaulle de se présenter comme un chef d'État légitime. Le deuxième point du programme politique du CNR est simple, veiller au châtiment des traîtres, notamment en particulier les collabos. Et nous l'avons vu aussi, ça correspond notamment à l'épuration légale mise en place dès l'automne 1944 et marquée, ponctuée en particulier par le procès du maréchal Pétain et sa condamnation à mort commuée en prison à vie dès 1945. Le quatrième point est le suivant. Assurer l'établissement de la démocratie la plus large par le rétablissement du suffrage universel. Et oui, je vous rappelle que pour cause de guerre, certes, de pays coupés en deux, mais aussi pour cause de dictature du maréchal Pétain, le régime de Vichy, l'État français, il n'y a plus d'élections. Il n'y a plus d'ailleurs d'élus. Il n'y a plus de députés, de sénateurs. Donc, rétablir la démocratie, rétablir les élections, le droit de vote, c'est l'une des premières missions auquel le CNR doit se consacrer. Mais il est précisé aussi qu'il faut mettre en place, qu'il faut assurer l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Tous les citoyens, mais comme vous pouvez le voir sur la photographie, parmi les citoyens, désormais, il faudra compter avec les citoyennes. Parce que dès avril 1944, le général de Gaulle prend une ordonnance, c'est pas un terme médical, De Gaulle n'est pas médecin, il prend un texte qui a valeur de loi et qui institue le droit de vote et d'éligibilité pour la femme française. Dès lors, évidemment, que la France sera libérée et qu'il sera possible d'organiser des élections. Et c'est chose faite en 1945, puisque, et cette photo elle est assez célèbre, que vous la trouviez en noir et blanc, photo originale ou colorisée comme ici, peu importe, cette photo est célèbre puisqu'elle montre une Française anonyme en train de voter pour la première fois de sa vie, et d'ailleurs pour la première fois dans l'histoire de la France, à une élection, et pour la petite histoire, c'est pour une élection municipale. Nous sommes encore pour quelques jours dans la Seconde Guerre mondiale,
Mais s'il est évident que la France ne craint plus l'invasion, la France est libérée à 99%, donc il est possible d'organiser les premières élections de ce qui n'est pas encore tout à fait l'après-guerre pour élire les conseils municipaux. Et donc les femmes ont enfin leur mot à dire. Et d'ailleurs la même année, elles seront appelées en octobre 1945 à voter une seconde fois pour un référendum sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors évidemment, et vous allez le voir avec la vidéo qui suit, ça n'est qu'un début. Parce que les femmes élues dans les conseils municipaux sont vraiment une très 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 faible minorité, hein, à peine 2,4% des élus. Il y a de nombreux conseils municipaux où on ne trouvera pas l'ombre d'une femme, tout simplement parce que les hommes n'ont pas voté pour les femmes, ça s'explique comme ça. Et les maires, on devrait dire d'ailleurs les mairesses, hein, mais vous voyez, le terme à l'époque se met pas au féminin, et pour cause, moins de 1% des maires de France, hein, des 36 000 communes de France, sont des femmes. Donc c'est vraiment qu'un début. Et dans la vidéo que je vous invite à voir, qui est assez courte, eh bien vous allez retrouver Lucie Aubrac. Donc si on récapitule les choses, sur le plan politique, tout va pour le mieux. L'état de droit s'est mis en place, l'épuration légale a remplacé les exactions, les crimes de l'épuration sauvage. Le gouvernement est en place, dirigé par un chef incontestable et incontesté qui est le général de Gaulle. Les premières élections ont eu lieu, les femmes n'ont plus de raison de se plaindre puisqu'elles sont désormais les égales des Français sur le plan de la citoyenneté, et les Français sont presque unanimement d'accord pour changer de république. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, semble-t-il. Et pourtant, le 20 janvier 1946, le général de Gaulle démissionne avec fracas, hein, vraiment ça fait du bruit, il démissionne de la présidence du gouvernement provisoire de la République française. Vous le voyez en photo là à gauche, on le reconnaît à sa haute stature, mais on ne le reconnaît pas à son uniforme puisque le général de Gaulle était en civil. Et donc il démissionne, il claque la porte, selon ses propres termes un peu directs, il fout le camp. Et la question, c'est pourquoi? Eh bien, la réponse, elle est simple, c'est que De Gaulle a bien compris que les députés qui sont en train d'œuvrer au projet de future 4e République vont essayer de l'évincer, vont essayer de le mettre sur la touche, tout simplement parce que l'enjeu est le suivant. Cette 4e République doit-elle comporter un exécutif fort ou un exécutif faible? Autrement dit, veut-on d'une république à l'américaine, par exemple, c'est-à-dire avec un exécutif fort où le président de la République, même si aux États-Unis on ne parle pas de président de la République, c'en est quand même un, a des pouvoirs très étendus et qu'il est capable même de s'opposer au Parlement, c'est-à-dire le pouvoir législatif? Est-ce qu'on veut de cette République? Et ça, c'est ce que désire De Gaulle. De Gaulle considère que si la 3e République est morte, et en particulier si la guerre a été perdue en 1940, c'est parce qu'on avait affaire à des chefs de gouvernement et un président faible, sans autorité, sans pouvoir réel. Donc pour De Gaulle, il ne faut absolument pas retomber dans la même erreur. Il faut au contraire un pouvoir exécutif fort. Mais justement,
il y a une autre option, c'est celle d'un Parlement plus fort, d'un pouvoir législatif qui l'emporterait sur l'exécutif. Je vous invite, si ça n'est pas encore fait, à aller visionner la vidéo, la 3e vidéo que je vous ai envoyée à travers un lien de transfert WeTransfer. Dépêchez-vous parce que dans ce cas-là, vous n'avez plus beaucoup de temps pour le télécharger, ce lien, et pour télécharger la vidéo qui va avec. Et je vous invite à visionner donc cette séquence des actualités françaises qui nous montre la toute première élection en France en 1945, et vous allez voir que ce retour de la démocratie s'accompagne d'une nouveauté, hein, c'est que parmi le corps électoral, dorénavant, il faudra compter avec les citoyennes, avec les Françaises. Ces dames vont maintenant jouer un rôle entier et ne pas déléguer les affaires politiques uniquement à leur père, à leur mari ou à leur compagnon. Parce que même si l'autorité du général de Gaulle semble incontestable, malgré tout, le général de Gaulle ne plaît pas à tout le monde. Les communistes en particulier, même s'ils lui savent gré d'avoir été le chef de la France libre, d'avoir tenu tête aux Américains, etc. Bon, d'accord, c'est incontestable, hein, l'appel du 18 juin, très bien, mais de Gaulle, pour eux, c'est un anticommuniste primaire, et c'est surtout quelqu'un qui pourrait être tenté, comme un Bonaparte, par exemple, dans l'histoire de France, de garder le pouvoir et finalement d'être un nouveau dictateur, bon, peut-être pas comme un maréchal Pétain, mais d'être quand même un dictateur, hein, militaire en plus. Bon, donc De Gaulle n'est pas forcément très apprécié, et même quand il est apprécié, ben, on se méfie quand même de cette tendance que pourrait avoir le général de Gaulle, encore une fois, à mettre en place un régime qu'on pourrait qualifier quasiment d'autoritaire. Et donc, il est urgent de mettre De Gaulle sur la touche. Et pour mettre De Gaulle sur la touche, eh bien, il faut, comme sous la Troisième République, au fond, faire en sorte que le chef de l'État, président de la République, ou que le chef du gouvernement, le Premier ministre, président du Conseil, peu importe comment on l'appelle, ne puisse pas agir comme ils le veulent et qu'ils dépendent du Parlement, donc du pouvoir législatif. Et c'est parce que De Gaulle voit bien le scénario arriver, De Gaulle comprend que la 4e République finalement ressemblera comme une sœur à la 3e République, avec les mêmes défauts, les mêmes faiblesses, que De Gaulle décide au fond de créer un électrochoc en démissionnant. Et par la suite d'ailleurs, fidèle à sa logique, il va créer un parti d'opposition, hein, il va se lancer en politique, le général de Gaulle, auréolé de sa gloire de vainqueur de 1945 et de l'homme qui appela la résistance le 18 juin 40, il va créer un parti qui s'appellera le RPF, le Rassemblement du peuple français, dont le but sera, le but avoué, hein, il ne s'en cache pas, sera de saboter systématiquement tous les gouvernements de la 4e République. Ça sera un régime d'opposition permanente, que le gouvernement soit de droite, soit de gauche, soit du centre, peu importe. Le RPF s'opposera systématiquement parce que le RPF a un but avoué, dégager cette 4e République, faire mourir cette 4e République dont le général de Gaulle n'a pas voulu, parce que cette 4e République sera une république faible, aux mains du pouvoir législatif, aux mains des politiques. Je vous disais tout à l'heure que les femmes, ainsi d'ailleurs que les hommes, français citoyens, ont été appelés à se rendre une 2e fois aux urnes au cours de l'année 1945. Cette fois-ci, on est dans l'après-guerre, puisqu'on est
le 21 octobre 1945 et que, je vous le rappelle, la guerre s'est achevée en Europe le 8 mai. Donc ça fait plusieurs mois que la guerre est finie, que les armes se sont tues en Europe. Et les Françaises et les Français sont appelés non pas à élire quelqu'un, mais à répondre à une question. C'est ça le principe du référendum. C'est un vote si on veut, mais on ne vote pas pour un programme, on ne vote pas pour un candidat. On répond à une question et de la réponse surgira une décision qui s'imposera à tous les Français. Et là, la question, donc c'est une question qui est cruciale, forcément, qui est essentielle pour la vie de la nation. Et la question, c'est de savoir s'il faut maintenir la Troisième République, celle qui était née en 1870, celle qui était apparue à bout de souffle, celle qui avait été emportée par la défaite de juin 1940, celle qui avait offert sur un plateau les pleins pouvoirs de dictateur au maréchal Pétain. Fallait-il rétablir la Troisième République ou fallait-il, au contraire, en changer, faire peau neuve, faire place nette et si possible essayer de redonner un nouveau souffle à la démocratie. Et les Françaises et les Français vont à une écrasante majorité, 96% du oui, vont dire adieu à la Troisième République et souhaiter de nouvelles institutions républicaines et donc, vous l'aurez compris, une nouvelle république qui sera donc logiquement la Quatrième République. Le 21 octobre 1945, je vous l'ai dit tout à l'heure, les Français ont eu à se prononcer pour ou contre le maintien de la Troisième République ou son remplacement par une Quatrième République, mais en même temps, ils ont élu des députés à l'Assemblée constituante, et comme son nom l'indique, l'Assemblée constituante a pour but de préparer le projet de constitution de ce qui sera donc la Quatrième République. Et les députés élus se mettent au travail et font semblant de rien. Ah bon, le général de Gaulle a démissionné. Ah bon, le général de Gaulle ne veut pas de la Quatrième République parlementaire. Ah bon, bah non, bah on n'est pas au courant et on fait ce qu'on veut. Mais il faut croire que l'électrochoc voulu par le général de Gaulle a fonctionné. Il faut croire que le général de Gaulle a quand même de nombreux partisans. Ou il faut croire que le général de Gaulle a été très très efficace quand il a voulu faire peur aux Français en leur disant « Attention Français, on va vous refourguer la Troisième République malgré votre volonté. Faites très attention, ne vous laissez pas rouler dans la farine. » Toujours est-il que quand le 5 mai 1946, les Françaises et les Français sont à nouveau appelés aux urnes, à nouveau pour un référendum, c'est-à-dire avec une réponse par oui, le bulletin oui, ou par non, le bulletin non, à la question « Êtes-vous d'accord pour adopter le projet de constitution de république parlementaire qui vous est proposé ?» Eh bien, patatras, le non l'emporte avec 53% des suffrages. Et la belle mécanique qui devait conduire de la libération à la Quatrième République, eh bien la belle mécanique, elle s'enraye. Les Français ont refusé le premier projet. Les députés de la Constituante sont donc obligés de remballer leur projet et d'en écrire un autre, en espérant qu'il sera cette fois-ci plus convaincant. Et le fait est que le 2 juin 1946, les Français et les Françaises sont à nouveau appelés aux urnes pour se prononcer à nouveau par oui ou par non, nouveau référendum. Toujours la même question, adoptez-vous, acceptez-vous
le projet de constitution, le projet remanié, deuxième version, version 2.0 du projet de constitution. Alors il y a eu quelques petites modifications de détails, mais pour faire simple, les députés de la constituante ont refilé à peu près le même projet que celui qui avait été refusé le 5 mai, avec cet espoir que les Français auront peut-être un peu changé d'avis, ou que ils vont se rendre à la raison, hein, il n'y a pas 36 solutions, donc ils vont se résoudre à voter oui. Et ce calcul l'emporte, puisque cette fois-ci, les Français vont à nouveau voter, mais voter avec un oui à 53%. Alors c'est amusant parce que le non l'avait emporté la première tentative à 53%, le oui l'emporte à la deuxième tentative toujours à 53%. Alors après, on analyse le résultat comme on veut. Pour les partisans de la 4ème République parlementaire, eh bien, c'est une victoire. Bah oui, on a réussi à passer d'une majorité de non à une majorité de oui. Donc c'est une victoire, peu importe le pourcentage. C'est fait, la 4ème République est adoptée. Maintenant, on peut aussi se dire que beaucoup de Français n'étaient pas convaincus, qu'ils ont fini par dire oui parce qu'ils en avaient marre d'aller voter tous les 6 mois, parce que, de toute façon, il faut bien quand même que la France dispose d'une constitution. Le gouvernement provisoire ne peut pas rester provisoire pendant 10 ans. Donc, beaucoup de Français ont fini par voter oui, mais sans être le moins du monde convaincus. Et donc, ça veut dire que cette 4ème République qui naît le 13 octobre 1946, eh bien, c'est une République qui est mal aimée dès le début, qui n'était pas réellement désirée, et qui va rester très impopulaire tout au long de sa courte existence, puisqu'elle disparaîtra en 1958. Elle est mal née et elle a peu vécu. Mais bon, au moins, cette 4ème République, qui s'est quand même beaucoup fait désirer, est sur les rails, et elle existe à partir du 13 octobre 1946. Alors, si on s'intéresse un tout petit peu au rouage, au fonctionnement de la 4ème République, vous avez devant vous, sous les yeux, un schéma simple qui vous présente la répartition du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Mettez-moi sur pause le temps d'observer le schéma et d'essayer de trouver 3 arguments différents. Et là, on n'est plus tout à fait dans de l'histoire, on est plutôt dans de l'EMC. On est plutôt dans l'enseignement moral et civique, mais c'est pas grave, les deux sont complémentaires. Demandez-vous quels sont les 3 arguments qui nous prouvent, et ça c'est une bonne nouvelle, qu'on a affaire à une véritable démocratie. Alors, je ne sais pas combien d'arguments vous avez trouvé. Le premier, il est le plus simple. Tout repose, toute la 4ème République, les institutions de la 4ème République reposent sur le principe de la souveraineté du peuple. C'est-à-dire que le pouvoir part du bas. Comme vous pouvez le voir, toutes les flèches partent du bas et vont vers le haut. Donc autrement dit, ce sont les citoyens et les citoyennes qui sont à la base de la démocratie, tout simplement parce que c'est eux qui vont élire leurs représentants, que ce soit les députés, que ce soit les conseillers de la République, que sous la 3ème République ou sous la 5ème République actuelle, on aurait appelé les sénateurs,
mais aussi le président de la République, même s'il n'est pas élu directement par les Français sous la 4ème République, puisqu'il est élu par les députés et les conseillers de la République. Malgré tout, comme ces gens-là ont été élus par les citoyens, on peut considérer que le président de la République est un élu du peuple, même s'il l'est de manière indirecte. Donc ça, c'est la première démonstration. La deuxième démonstration, même si ce n'est pas précisé sur le schéma, donc cet argument vous ne l'avez peut-être pas trouvé, c'est qu'on n'est pas président de la République à vie, on n'est pas député à vie, on n'est pas conseiller de la République à vie non plus. C'est-à-dire qu'on est élu pour des mandats déterminés dans le temps. Le président de la République à l'époque c'est 7 ans, un septennat. Éventuellement renouvelable si les Français sont d'accord, mais on n'est pas dans une monarchie absolue, on n'est pas élu à vie. Le troisième argument, qui nous renvoie à la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle, d'avant la Révolution, et en particulier au philosophe Montesquieu, eh bien, c'est que les pouvoirs exécutifs et législatifs sont séparés. Ils sont complémentaires, évidemment, l'un a besoin de l'autre pour fonctionner, mais ils sont séparés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aux mains d'une seule et même personne. Contrairement, par exemple, au régime de Vichy du maréchal Pétain, où quand Pétain fait sa loi sur le statut des Juifs, sa loi antisémite du 3 octobre 1940, il est à la fois celui qui fait la loi, pouvoir législatif entre guillemets, et celui qui l'exécute, le pouvoir exécutif. Ça, c'est la marque des dictatures. Ici, on n'a rien à craindre, les pouvoirs sont séparés. Donc c'est une bonne nouvelle, cette 4ème République est parfaitement démocratique. Les résistants ne se sont pas battus en vain. Comme le craignait le général de Gaulle, la 4ème République ressemble comme une sœur, et presque une sœur jumelle, à sa devancière, la 3ème République. Parce que, bon, évidemment, il y a des différences, mais elles ne sont pas si énormes que ça. Si vous prenez le temps, n'hésitez pas à mettre sur pause pour mieux le faire. Si vous prenez le temps de comparer le schéma des institutions de la 4ème République, qui est à gauche, et celui de la 3ème République en plus petit, qui est à droite, vous allez quand même voir assez vite des ressemblances frappantes. Alors évidemment, les sénateurs de la 3ème République ont laissé la place aux conseillers de la République, mais il ne faut pas être dupe, c'est les mêmes. Et on n'a même pas pris la peine d'ailleurs de rebaptiser le président du Conseil sous la 3ème République, qui s'appelle toujours président du Conseil sous la 4ème République. Vraiment, ça se ressemble beaucoup. Et la 3ème République était une république parlementaire. Et la 4ème va l'être tout autant. C'est-à-dire que le Premier ministre, le président du Conseil, c'est le Premier ministre, le chef du gouvernement, est sous la menace permanente des députés de l'Assemblée nationale qui peuvent le censurer. Et si vous vous demandez ce que veut dire censurer pour un gouvernement, eh ben ça veut dire le renverser. Ça veut dire le renverser par un vote. C'est-à-dire que si les députés sont assez nombreux pour y parvenir, ils peuvent, par un simple vote, mettre fin, renverser le gouvernement. Alors certes, ils ne peuvent rien contre le président de la République, mais ils peuvent renverser son président du Conseil. Et donc, c'est ce que craignait de Gaulle, la 4ème République est une république parlementaire, une république où le pouvoir législatif l'emporte sur le pouvoir exécutif. Et en plus, comme sous la 3ème République, le président est élu par les députés et les conseillers, ce qui veut dire que les parlementaires, qui encore une fois détiennent le pouvoir législatif, vont évidemment élire quelqu'un
qui leur fera pas d'ombre, quelqu'un qui ne va pas ruer dans les brancards. Ils vont pas élire une forte tête comme un De Gaulle. Ils vont au contraire élire quelqu'un qui se laissera mener par le bout du nez. Et qui, pour reprendre une célèbre formule du général de Gaulle, servira surtout à déposer des chrysanthèmes sur le monument aux morts le 11 novembre. C'est-à-dire en fait, voilà, quelqu'un qui sera une vitrine, mais qui n'aura pas de réel pouvoir. Alors, en guise d'exercice, je vous propose de redessiner le schéma des institutions de cette fragile et impopulaire, mais ô combien parlementaire, 4e République française. Et donc, je vous ai déjà fourni le cadre principal, il n'y a plus qu'à compléter et à colorier, et on va utiliser les couleurs en usage habituellement, c'est-à-dire le rouge plutôt pour désigner le pouvoir exécutif et le vert plutôt pour désigner le pouvoir législatif. Et ce qu'on laissera en blanc, et ben, ça sera donc logiquement ni le pouvoir exécutif ni le pouvoir législatif. À vos crayons. Alors, commençons par le bas, en fonction du principe de la souveraineté du peuple. Les citoyens et citoyennes français, on va les laisser en blanc, puisqu'ils ne sont titulaires ni du pouvoir exécutif, ni du pouvoir législatif, mais ils en sont les dépositaires, c'est-à-dire qu'ils vont confier ces deux pouvoirs à leurs représentants élus. Donc en vert, pouvoir législatif, l'Assemblée nationale, les députés, mais aussi le Conseil de la République, qu'on n'appellera pas Sénat, même si c'est la même chose. Et puis en rouge, les dépositaires du pouvoir exécutif, le président de la République, et désigné par lui, le président du Conseil. Et donc, vous pouvez voir que comme sous la Troisième République d'ailleurs, la Quatrième République est à la fois bicamériste et bicéphale. Je m'explique. Bicamériste, elle comporte 2 chambres pour le pouvoir législatif, les 2 chambres du Parlement qui siègent séparément, sauf lorsqu'elles sont réunies en congrès extraordinaire, notamment pour élire le président de la République, mais ça arrive très rarement. Donc le Parlement est bicamériste, 2 chambres. Quant au pouvoir exécutif, il est bicéphale, c'est-à-dire qu'il comporte 2 têtes. Celle du président de la République, mais aussi celle du président du Conseil. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux que les 2 hommes s'entendent, puisqu'ils partagent le pouvoir exécutif, mais on est bien d'accord, l'essentiel du pouvoir exécutif est entre les mains du président du Conseil. En fait, le président de la République, son principal et presque unique pouvoir, c'est celui de nommer le président du Conseil. Et comme le disait le général de Gaulle, de déposer des fleurs sur le monument aux morts le 11 novembre. Alors, on en a presque terminé avec la séance. Maintenant, on va récapituler ce qu'il faut retenir de ce que nous avons vu ensemble. Donc d'abord, 3 dates clés associées à la séance. Donc la première date clé, c'est 1945, le premier vote des femmes. On est d'accord, les femmes ont le droit de vote dès 1944, mais elles votent pour de vrai en 1945. Ensuite, deuxième repère, janvier 1946, lorsque le général de Gaulle claque la porte du GPRF, démissionne de la présidence du gouvernement provisoire de la République française. Et enfin,
Troisième repère, malgré les appels du général de Gaulle à voter non, en octobre 1946, les Français approuvent à une très faible majorité, par référendum, le deuxième projet de constitution de la 4e République. Voilà, il ne vous reste plus qu'à prendre connaissance de la trace écrite, de la leçon associée à la séance, et vous verrez que vous retrouverez à peu près, enfin c'est le but, hein, que vous retrouverez à peu près tout ce que nous avons vu au cours de cette séance. Je vous laisse lire la leçon, et même pourquoi pas, je vous encourage à le faire, à l'apprendre. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures refondatrices et républicaines. À bientôt!